Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais vous présenter Michel Gardner, qui est un excellent clinicien, vous connaissez probablement tous. C'est aussi un enseignant de grande qualité. C'est un gestionnaire. Il a également fait de la recherche, organisé des congrès et finalement travaillé au Collège des médecins. Donc, c'est un gars qui n'a pas grand-chose à faire. On a quand même réussi à lui voler une petite heure aujourd'hui pour qu'il nous présente en étude de cas sur les céphalées en thunderclap, en coup de tonnerre, si vous voulez. Donc, c'est une de ses expertises en médecine d'urgence qu'il a développée au fil des années. Vous allez avoir sur la diapositive ici également la ressource pour communiquer avec vos questions. Donc, vos questions, vous pouvez les envoyer par email à études-de-cas@commercialamuc.qc.ca et on va les recevoir ici, puis on va y répondre après une période d'environ 30 minutes de présentation. On aura un petit 15 minutes de questions, soit directement en parlant avec nous ou en nous les envoyant sur Internet par email. Michel, c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde, même si vous êtes loin. Alors, aujourd'hui, on va avoir le plaisir de parler des céphalées subites, mais des céphalées subites qui ne sont pas des HSA. Alors, d'abord, première des choses, c'est que il va falloir s'entendre sur des définitions. Alors, la céphalie subite, là, c'est un synonyme de céphalée en coup de tonnerre ou CCT dans les diapositives, là, pour être plus rapide, ou thunderclap en anglais. Puis la définition de ça, entendons-nous, c'est des céphalées qui sont soudaines, donc qui apparaissent essentiellement instantanément, en tout cas en bas d'une minute, puis certainement en bas de 10 minutes. Okay? Donc, essentiellement, retenir que c'est soudain. Et classiquement, les gens vont le décrire soit comme une explosion, comme ça a été frappé à la tête. Et le truc le plus classique, c'est quand vous leur demandez ce qu'ils faisaient au moment où ça commençait, ils sont capables de vous dire exactement ce qu'ils faisaient. Alors, j'étais en train de peler les patates quand tout à coup, badang! Alors, c'est pas le patient qui, quand on lui demande si c'est subi ou plus graduel, le patient qui commence à penser, puis ça lui prend 5 minutes pour décider si c'est subi ou graduel, ça, c'est pas soudain. Puis pour ce qui est de la pire céphalée de sa vie, ben, tout le monde a déjà eu une pire céphalée de sa vie et ça n'a malheureusement pas beaucoup de connotations pronostiques ou diagnostiques. C'est pas assez discriminant. Tout le monde a déjà eu une céphalée, la pire de sa vie, donc c'est pas la question essentielle. La question essentielle, c'est est-ce que c'était soudain, brutal? Alors, premier patient, céphalée subite coïtale. Un jeune homme de 31 ans sans antécédent. Il est vu 2h30 après le début de la céphalée. Son examen est normal, son scan est normal et on lui donne congé basé sur des études de Perry dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure. Alors, c'est quoi son diagnostic différentiel? Évidemment, il y a l'HSA, mais il y a un paquet d'autres choses, puis j'aimerais que vous y pensiez pendant qu'on se parle, parce qu'il y a plusieurs autres hypothèses et possibilités, puis on va les discuter. Deuxième patiente, elle a 32 ans, est en postpartum, une semaine, présente une céphalée subite, un examen normal sauf pour une pression élevée à 170/98. Quel est son diagnostic différentiel à elle? Alors, il y a encore l'HSA, il y a toutes les autres pathologies dont vous avez pensé pour le premier patient, puis il y a peut-être des pathologies additionnelles pour une femme en fin de grossesse ou en postpartum. Alors, comment est-ce qu'on aborde les céphalées subites? La façon la plus simple, la première étape, c'est de les diviser en céphalées subites avec un scan anormal versus les céphalées subites avec un scan normal. Alors, les céphalées avec un scan anormal, c'est pas le but de notre présentation, mais les causes sont les suivantes. D'habitude hémorragique. Alors, hémorragique, soit HSA, soit une hémorragie cérébrale qui peut être spontanée, qui peut être dans une tumeur, qui peut être suite à des médicaments, anticoagulants, etc. Et, bon, il y a les sous-duraux, épiduraux aussi, et puis des choses plus rares dont on va parler très brièvement à la fin. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les céphalées subites avec scan normal. Alors, on peut pas ne pas dire quelques mots quand même de l'HSA, même si c'est pas le but de la présentation. Donc, l'incidence des HSA, si on prend tous les patients avec des céphalées subites, l'incidence d'HSA, c'est juste 5 à 15%, donc la petite minorité, mais dont la majorité vont être des anévrismes. Il y a d'autres choses comme des malformations artério-veineuses, etc., mais le plus souvent, ça va être un anévrisme. Dans l'incidence dans la population générale d'anévrisme asymptomatique, c'est 2 à 6%. Puis ça a une importance, on va en reparler un petit peu plus tard. Quelle est la sensibilité du scan pour détecter une HSA? Alors, un scan de 3e génération, lu par un radiologiste, 95%. Puis on nous dit que si c'est en bas de 6 heures, c'est 100%, selon une étude de Perry à Ottawa, dont vous avez sûrement entendu parler. Ben, disons qu'il y a des sceptiques, comme moi,
Puis je pense que le monde de la neurologie et de la chirurgie, la neurochirurgie demeure avec un certain doute pour des raisons méthodologiques dont on pourra parler plus tard dans la période de questions si ça vous intéresse, mais c'est pas le but de la présentation. Sachez que la sensibilité du scan pour du sang diminue assez rapidement avec le temps. Alors en bas de 6 heures, on nous dit que c'est 100%, mais on peut en douter un petit peu. Mais 95% en bas de 12 heures, et ça diminue assez rapidement pour atteindre 50% au jour 5, et c'est pas rare que les patients se présentent tardivement pour une HSA. La PL, par contre, elle, on a l'axanthochromie. Il faut savoir qu'elle n'apparaît pas instantanément, mais c'est extrêmement spécifique. Donc, au moins après 6 heures, plutôt après 12 heures. Puis elle va rester positive jusqu'à 2 semaines. Ça, c'est par spectrophotométrie. Or, c'est pas ce qu'on fait en Amérique du Nord. On veut juste savoir que c'est pas comme ça qu'on vérifie la présence d'axanthochromie en Amérique du Nord. On le fait à l'œil. Dans la résolution des céphalées lors de l'HSA, on voit ici en rose les résolutions complètes, puis en mauve les résolutions quasi complètes avec le temps. On voit que la majorité des patients demeurent avec une céphalée, même après 24 et 48 heures. Mais il y en a quand même quelques-uns qui se résolvent assez rapidement. Grosse question, évidemment, la ponction lombaire versus l'angioscan ou l'angio-IRM pour éliminer HSA une fois que le scan est négatif. Alors, comment aborder la question? Donc, céphalie subite, première chose, évidemment, c'est un scan. S'il est anormal, c'est assez simple, on traite selon la cause. Là où ça se corse, c'est quand c'est normal. Alors, si c'est en bas de 6 heures, on en a parlé un petit peu, on pourrait en reparler à la période de questions, on a peut-être éliminé l'HSA, donc l'hémorragie suracnoïdienne. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une PL ou un angioscan? Est-ce qu'ils sont indiqués? Et si oui, lequel? Alors, parlons de ça. Donc, si on procède d'abord avec une ponction lombaire, donc pour toute céphalie subite en haut de 6 heures, puis certainement pour celles qui sont vraiment très typiques en bas de 6 heures, la plupart des gens en neurologie et en neurochirurgie vont vous dire de le faire quand même. Donc, ponction lombaire. Si elle est normale, ben, il n'y a pas d'HSA. Il n'y a peut-être pas d'HSA, mais il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, à ce moment-là, il faudrait procéder à un angioscan pour voir s'il n'y a pas un autre diagnostic. Si on en trouve un, on traite selon la cause. On peut aussi trouver un anévrisme. Si on trouve un anévrisme, on sait qu'il n'a pas saigné puisqu'on a fait une ponction lombaire. Donc, on se ramasse avec un anévrisme asymptomatique, puis là, on ne sait pas trop quoi faire avec. Le patient a un diagnostic d'anévrisme, puis il va falloir qu'il vive avec les conséquences de ça, ou il va être traité avec des risques dans le traitement. Ou l'angioscan peut être normal, puis à ce moment-là, on arrête. Mais encore là, il y a des questions, on y revient dans un instant. L'autre façon de procéder, plutôt que d'aller vers la PL, c'est d'aller plutôt vers l'angioscan comme première étape. Là, si on trouve un anévrisme, on ne sait pas s'il a saigné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir y faire une ponction lombaire pour voir si ça a saigné ou pas. On peut par contre trouver d'autres diagnostics qui vont nous permettre de procéder puis de traiter en conséquence, ou on peut avoir un angioscan normal. L'angioscan normal, en principe, on devrait arrêter. Par contre, les petits anévrismes de 3 mm et moins ne sont pas détectés par un angioscan conventionnel. Donc, il pourrait, à la rigueur, avoir un tout petit anévrisme qui a en fait saigné, qu'on manque. C'est rare, mais ça arrive. Ou il peut y avoir un thrombus dans l'anévrisme, et encore là, on ne voit pas l'anévrisme. Donc, c'est pas 100%, puis là, c'est peut-être une décision plus du neurochirurgien s'il faut refaire un examen plus tard ou faire une autre modalité. Ou alors faire une ponction lombaire pour complètement confirmer qu'il n'y a pas eu de saignement. Donc, au fond, ce que je vous dis, c'est qu'une céphalie subite, scan, puis après le scan, c'est pas PL ou angioscan, c'est PL plus angioscan. Pour la plupart des patients, quand on est sûr que c'est vraiment une céphalie subite. Un mot aussi de la PL, c'est qu'en plus de vous dire qu'il y a du sang, ça peut aussi vouloir vous montrer des choses au niveau de la pression. Alors, si la pression est élevée, ben, ça peut vous mettre sur la piste d'une thrombose veineuse cérébrale ou d'une infection. Alors que si la pression d'ouverture est très basse, on peut penser à une hypotension de LCR, on va y revenir tout à l'heure. Donc, toujours prendre la pression quand on fait une ponction lombaire. Alors, si on revient à notre patient, il nous revient, en fait, il revient dans un autre hôpital pour une nouvelle céphalie subite quelques jours après. Cette fois-ci, après avoir fumé un joint, son examen est normal, dans un autre hôpital, on lui refait un scan, puis là, on lui fait une PL. Les deux sont normales. Il a congé, il revient une semaine plus tard, céphalie subite post-coïtale, très souffrant, nuque souple. Quel est le diagnostic? Il devrait être assez évident, du moins à la fin de cette présentation.
Alors, il y a beaucoup de causes de céphalée subite. En fait, quelqu'un a fait la revue de ça, puis ils en ont trouvé 119. Alors, comme on n'a rien qu'une demi-heure, on ne parlera pas des 119, on va parler des principales. La plupart des autres sont des raretés quand même. Donc, scan négatif, évidemment, ça peut être une HSA, ça peut être un vasospasme réversible, on va en reparler, une dissection, une thrombose veineuse, un ACV ischémique, une méningite rarement, mais ils ont probablement tous déjà vu des méningites virales ou bactériennes qui sont présentées de façon subite alors que ça ne devrait pas être quelque chose de subit. Plus rare, mais ça existe aussi, l'hypotension spontanée de LCR, puis le PRESS. Dans les choses qui sont des diagnostics d'exclusion, il y a les céphalées à l'effort, à l'orgasme, à la glace, le brain freeze, au bain, j'ai jamais vu ça, mais c'est un diagnostic d'exclusion. Alors parlons maintenant des céphalées, des thunderclaps qui ne sont pas hémorragiques. Donc la céphalée, elle, peut être n'importe où. Quel est le diagnostic le plus fréquent? C'est en fait le RCVS, qui est nettement plus fréquent que l'HSA en présence d'une céphalée subite. Alors, c'est quoi le RCVS? C'est le Reversible Cerebral Vasospastic Syndrome, ou en français, le syndrome de vasospasme réversible. Ça a été décrit pour la première fois la même année que l'iPhone est sorti, mais ça existait avant, ça avait un nom propre très différent. Donc, c'est quoi les critères diagnostiques de ça? En fait, une céphalée subite, une céphalée aiguë, qui peut avoir des déficits neurologiques ou même des convulsions, mais rarement, et qui est due à une vasoconstriction segmentaire au niveau de plusieurs artères. Et par définition, il faut que ça se normalise, la vasoconstriction, en dedans de 12 semaines. C'est une évolution qui est uniphasique, c'est-à-dire que tous les symptômes se produisent au début, dans le premier mois. Après le premier mois, il n'y a plus de nouveaux symptômes. Et évidemment, par définition, il ne faut pas qu'il y ait d'HSA anévrissement. Donc, une PL normale ou presque, la seule chose qu'on peut voir des fois, c'est une pression d'ouverture augmentée. Alors, les céphalées subites, ça sont subites presque toujours. D'ailleurs, ça ne plaît pas vraiment à l'esprit. On a un vasospasme, on donne une céphalée subite. Mais c'est presque toujours une céphalée subite. Et la grande caractéristique, c'est des céphalées subites répétées presque toujours. Et donc, il peut y en avoir plusieurs, 4 à 8 en moyenne, surtout dans les premiers jours, mais ça peut s'étaler sur les quelques semaines. Des céphalées qui sont souvent intenses, qui ressemblent exactement à une HSA, qui durent par contre moins longtemps généralement. Alors, quelques heures, alors que les HSA durent des jours, mais ça peut durer jusqu'à des jours. Puis des fois, il y a un fond de douleur entre les crises. Donc, le patient n'est pas complètement indemne nécessairement. Puis le maximum de ces céphalées subites, c'est dans la première semaine. Et les céphalées sont le seul symptôme dans la grande majorité des cas. Mais il peut y avoir d'autres manifestations. Alors, de temps en temps, il peut y avoir des convulsions. Il peut y avoir des déficits focaux, ce qui est un peu logique étant donné qu'on a du vasospasme sur des artères, donc on peut avoir des ICT ou des ACV. Les ACV sont quand même rares à 4%, mais dans certaines séries plus fréquents que ça. L'HSA, elle, peut aussi survenir, mais c'est des HSA qui sont corticales. Alors, c'est pas du tout la même chose qu'une HSA à la base, à partir des vaisseaux du polygone de Willis. C'est des petites hémorragies corticales, comme on voit dans les traumas crâniens, des fois, quelques millimètres de sang en cortical, puis ça n'a aucune influence sur le pronostic, ça ne cause pas en soi du vasospasme, c'est pas en soi un problème. Mais c'est la raison pour laquelle on peut avoir des fois des convulsions, parce qu'il y a une irritation au niveau cortical. L'épidémiologie exacte, c'est pas tout à fait clair. Par contre, on voit ça à peu près à tous les âges, en pédiatrie, en gériatrie. La moyenne, c'est l'âge moyen, 40-45 ans. Chez les femmes, ça arrive plus souvent, puis c'est plus fréquent au-delà de 50 ans, alors que chez les hommes, ça va arriver plus tôt dans la vie. Et souvent chez des patients migraineurs, parce que c'est une question de vasoréactivité. Maintenant, il arrive des fois des patients qui ont vraiment une évolution catastrophique, qui font des gros ACV ischémiques et qui finissent même par en décéder, mais c'est une toute petite proportion des cas. Non, ça récidive très rarement, heureusement. La pathogénèse est mal comprise, une question de dérèglement du tonus. Il y a toutes sortes d'hypothèses, on rentrera pas là-dedans. Ça demeure assez mystérieux, puis je pense pas que ce soit la chose qui nous importe le plus. Nous, ce qui nous importe, c'est quand y penser. Alors, il y a presque toujours des facteurs précipitants, une étiologie précipitante, au moins dans 50% des cas, peut-être 80%. Et s'il y a une chose à retenir, c'est pensée sympathique. Alors, c'est une stimulation sympathique qui peut être soit dans la vie quotidienne ou par des produits exogènes. Alors, relations sexuelles, efforts physiques, des émotions d'habitude négatives,
Puis d'autres choses, je vois pas vraiment le lien sympathique dans la miction sans effort ou le bain, mais ça a été rapporté au moins en association. Dans les médicaments, alors les alpha-adrénergiques, la norépinéphrine, les amphétamines, alors il y a quand même plusieurs produits utilisés en clinique, méthylphénidate, Vivance, etc. L'oxymétazoline, qui est le spray nasal de Ristan ou Otrivin, les décongestionnants, donc ça peut être des choses assez banales, mais qui mènent à ce problème-là. Puis retenir aussi les triptans, utilisés pour les migraines. Puis une autre classe de médicaments qui est souvent en cause, c'est les antidépresseurs, surtout les ISRS. Puis il y a tout un autre tas de produits qui ont été associés, mais sans preuve de lien cause à effet. Évidemment, il y a des drogues avec action sympathomimétique, vous les connaissez, cocaïne, amphétamine, etc. Le cannabis n'a pas ces actions-là, mais est aussi associé de façon assez fréquente avec le RCVS. Maintenant, l'exposition peut être la première ou brève, ou ça peut être une exposition prolongée. Puis c'est des doses qui peuvent être des doses normales, ordinaires, ou des doses excessives. Une autre situation, on peut voir les RCVS de façon plus fréquente, c'est dans le postpartum. Puis après ça, il y a une liste absolument nauséabonde de situations où c'est survenu. Alors, je vous en fais grâce, mais si jamais vous voyez quelqu'un qui a eu une intervention au niveau du cou, des choses un peu inhabituelles, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil parce que les listes sont longues, mais c'est des associations. Alors, quoi retenir de ça? C'est chercher un facteur précipitant qui est un adrénergique, soit au niveau médicament-drogue ou une situation adrénergique. Au niveau de l'imagerie, on a une vasoconstriction multiple segmentaire au niveau des vaisseaux de calibre moyen et gros. Puis on a parlé des HSA corticales qui peuvent survenir, puis de temps en temps des ACV ischémiques ou même hémorragiques. Une chose à retenir, c'est que parfois l'angioscan au début est normal, jusqu'à 20%, parce qu'on pense que ça commence au niveau des artères plus distales, qui sont trop petites pour être distinguées par l'angioscan, puis plus tard, ça atteint les vaisseaux plus proximaux où ça devient évident. Alors, il arrive des fois qu'on soit obligé de répéter, pas nous nécessairement, mais que le consultant doive répéter l'examen après une semaine ou deux. Puis évidemment, on a dit une résolution à 12 semaines. Maintenant, du côté imagerie, vous voyez que c'est une atteinte en grain de chapelet ou en saucisse où on a des constrictions, ensuite un morceau de vaisseau qui est normal, encore constriction. Je pense, oui, vous voyez des endroits où c'est constricté, d'autres endroits où c'est normal, reconstriction. Et c'est plus évident ici où on a le même patient avec des zones de constriction, puis des zones normales, puis après 3 mois, le tout est revenu à la normale dans l'image de droite. Ici, on voit une toute petite HSA corticale, à peine distinguable, et ici aussi. L'évolution est généralement favorable dans la grande majorité des cas, mais il arrive évidemment des patients qui restent avec des séquelles parce qu'ils ont fait des ACV, et on dit que des fois même, ça peut mener à un décès. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que ça existe. Parce qu'ici, dans une série en 2015, 18 cas relevés sur 2 ans, ça a pris 5 médecins pour arriver au diagnostic, et ça a pris presque 10 jours pour arriver au diagnostic. Alors, c'est en 2015, on est en 2019, je pense que les gens sont de plus en plus au courant de l'existence de ça, mais il faut y penser. Alors, le traitement, malheureusement, comme souvent en neurologie, comme dirait mon collègue Jean-Marc, il n'y a aucun traitement prouvé, mais néanmoins, on utilise les anticalciques, surtout la nimodipine, qui diminue au moins l'intensité et la fréquence des céphalées, mais ça n'a pas d'effet sur le vasospasme comme tel. D'ailleurs, ça n'a pas plus d'effet sur le vasopsame, le vasospasme dans l'hémorragie arachnoïdienne. Mais on s'en sert, puis ça a un effet bénéfique sur l'évolution. L'autre chose importante pour nous, c'est d'éviter les facteurs précipitants, alors les drogues, les médicaments vasoactifs, les antidépresseurs, puis les activités qui peuvent avoir déclenché le phénomène. Alors, en somme, quand y penser, tout patient avec une céphalie subite, particulièrement si une céphalie subite répétée, et en présence de facteurs précipitants, dont les adrénergiques. Parlons maintenant des thromboses veineuses cérébrales. Alors, vous savez qu'il y a un système de drainage veineux qui a des veines qui se jettent dans des sinus, et il peut y avoir des obstructions, des thrombus qui se forment soit dans les veines ou dans les sinus, et ça peut se propager et mener à une hypertension intracrânienne et des conséquences qui peuvent être jusqu'au décès. Donc, la manifestation la plus habituelle, la plus fréquente, c'est une céphalée inhabituelle. Pas le même pattern de céphalée que le patient a d'habitude ou une céphalée que le patient n'a jamais eue. Et ça peut se solder par une résolution spontanée, très souvent. Par contre, ça peut se manifester par des convulsions ou une hypertension intracrânienne sévère et progressive qui peut mener au coma et au décès.
Alors, la physiopathologie est assez simple. Obstruction au niveau veineuse, distension veineuse, hypertension intracrânienne et ACV secondaires qui peuvent être ischémiques par compression, mais beaucoup plus souvent hémorragiques par hypertension veineuse. Donc, hypertension intracrânienne progressive, diminution de l'état de conscience, hémorragie cérébrale d'habitude veineuse. Les céphalées d'habitude vont être graduelles et progressives et non pas subites. Ça va être des céphalées plutôt des céphalées d'hypertension intracrânienne où le patient va avoir une augmentation s'il tousse, s'il fait un Valsalva en position couchée, mais quand même, dans jusqu'à 10% des cas, ça va être une céphalée subite. Puis ça peut être la seule manifestation dans 25% des cas. Par contre, il peut y avoir des signes et symptômes neurologiques, focaux, surtout quand le patient a fait un ACV. Et évidemment, il peut y avoir des signes d'hypertension intracrânienne, donc l'importance de faire un fundus chez ces patients-là. Il peut y avoir des convulsions également. Alors, quand est-ce qu'il faut penser à cette pathologie-là comme telle? Donc, une céphalie inhabituelle ou une céphalie subite, plus un contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est toute cause de maladie thromboembolique, sauf peut-être l'immobilisation, mais toutes les autres causes, les anovulants, les cancers, etc., les infections de la sphère ORL, que ce soit une otite, une mastoïdite, une sinusite, la déshydratation, puis le trauma crânien. Mais le trauma crânien, c'est un trauma crânien qui traverse une suture ou un neurochirurgien qui traverse une suture. Donc, c'est pas vraiment un contexte fréquent pour nous. Si on fait une fonction lombaire, elle va être d'habitude normale, mais si y a quelque chose, ça peut être une pression d'ouverture élevée qui peut vous mettre sur la piste, puis les protéines peuvent également être élevées. Imagerie, le scan, c'est moins d'habitude et normal. Il peut y avoir des signes, je vais plutôt vous montrer des images, mais le diagnostic se fait à l'angioscan et ça peut être l'angio-IRM, ça dépend des milieux. Dans notre milieu, les neuroradiologistes sont clairs, l'angioscan avec une phase veineuse est meilleur que l'IRM. Du côté du CHUM, ils ont plutôt tendance à aller du côté angio-IRM. Alors, c'est une question locale, d'habitude, peut-être de qualité de l'équipement, etc. Mais l'une ou l'autre des modalités sont excellentes. Alors ici, on voit un caillot à la confluence du sinus sagittal et des sinus transverses qui donne une image hyper dense, le delta, mais c'est quand même peu fréquent. Là, vous avez le thrombose au niveau du sinus sagittal avec le delta ici, puis ici, mais encore une fois, moins que 25%. À l'angioscan, avec une phase veineuse, c'est là que c'est important de demander une phase veineuse, sinon on ne verra pas les images. Vous avez le empty delta. Alors, le caillot empêche le colorant de se rendre là et on voit en fait une confluence qui est vide parce que le colorant ne pénètre pas. Alors, d'autres images dans le même sens. Ici, vous avez des hémorragies cérébrales veineuses dont la particularité, c'est que c'est généralement bilatéral et parasagittal. Les radiologistes sont d'habitude habitués à vous dire « ça a l'air louche, ça a l'air d'une hémorragie veineuse ». Évidemment, ça peut aller mal, comme dans l'image ici, où ça finit en craniotomie. Et ça peut donner aussi un cord sign. Puis c'est quoi le cord sign? C'est simplement l'image d'une veine thrombosée qui est hyperdense. Donc, ça ressemble un petit peu à l'HSA, là, on peut difficilement faire la différence, mais dans le contexte ici, c'est une thrombose veineuse. Puis en résonance magnétique, on peut voir l'occlusion au niveau du sinus sagittal ou ici au niveau d'un sinus transverse. Le traitement, ici, il y a un traitement, c'est l'anticoagulation, puis il faut anticoaguler même les hémorragies veineuses. Parce que si on les anticoagule pas, l'hypertension intracrânienne va augmenter et puis le patient va finir par décéder. Donc, c'est quand même un peu rock and roll, mais ça prend une anticoagulation. Un autre traitement, surtout pour les cas résistants, c'est la thrombectomie. Puis, on a aussi essayé la thrombolyse intrasinus, mais c'est très peu efficace parce que le thrombus, d'habitude, est tellement gros qu'on n'arrive pas à le liser. Il faut aller le chercher avec la thrombectomie. Dissection des artères vertébrales. Alors, la dissection, comme vous savez, ça peut se solder en résolution, comme ça peut donner une occlusion ou une embolisation qui va donner un tableau neurologique. Alors, souvent, il va y avoir une céphalée, et dans un cinquième des cas, la céphalée va être subite. Il n'y a pas toujours une céphalée. Alors, en fait, dépendant de si carotidien ou vertébral, il peut ne pas avoir de céphalée. On peut avoir juste le tableau neurologique sans avoir la céphalée. Alors, ça sort un petit peu de du sujet de notre présentation aujourd'hui. Alors, si c'est une occlusion au niveau de la carotide, une section, vous allez avoir une céphalée d'habitude qui va être cervicale antérieure puis périorbitaire, alors que si c'est vertébral, ça va être plutôt postérieur au niveau du cou en postérieur et derrière l'oreille en occipital. Puis, il va y avoir, en fait, la raison pour laquelle on va penser à ça, c'est qu'il y a un tableau neurologique.
donc dans le territoire atteint. Et la chose à retenir, c'est la présence de Horner. Si vous avez un Horner, vous savez que ça se passe au niveau de la carotide, ça peut être un thrombus, mais ça peut être une dissection, et c'est quand même assez fréquent, comme on voit ici. Dans les dissections vertébrales, le tableau neurologique est encore plus fréquent. Et comme on a dit, souvent il n'y a pas de mal de tête, alors c'est à nous d'y penser. Maintenant, la cause, c'est traumatique, on pense, mais le trauma, ça peut être très mineur, comme ça peut être un trauma majeur, puis ça peut être directement relié dans le temps, comme ça peut être assez espacé, des jours, des semaines après l'événement. Évidemment, il y a aussi des dissections qui sont spontanées. L'imagerie va nous donner le diagnostic. Alors, angio-CT ou angio-IRM, très rarement l'angio conventionnel est nécessaire. Oui, c'est bon, merci. Excusez-nous, mais on vous entend dans un des milieux. Est-ce que vous pourriez peut-être... merci beaucoup. Alors, le CCT par hypotension de LCR, la physiopathologie, c'est une fuite spontanée de LCR ou suite à un tout petit trauma, la physiothérapie ou une chute. Et à un écoulement de LCR, le patient développe un tableau comme une ponction lombaire. Ça arrive assez souvent aussi en postpartum. Donc, la caractéristique, c'est une céphalée post-PL. Le patient en position couchée à rien, il se met debout, céphalée sévère, assez diffuse, et dans 15% des cas, c'est une céphalée subite. Et là, il ne faut pas faire de ponction lombaire parce qu'on va encore baisser plus la pression dans le LCR et se ramasser avec encore plus de céphalie. Il va y avoir un paquet d'autres symptômes, celui sur lequel je vais attirer votre attention parce qu'ils sont assez vagues et non spécifiques. Mais il y en a un qui revient souvent, c'est l'hypoacousie, le tinnitus. J'ai eu 2 cas cette année, puis les gens disaient qu'ils entendaient comme à travers un oreiller, une espèce d'assourdissement des bruits. Alors l'imagerie, le scan ne donne rien. Ça prend vraiment une résonance magnétique avec infusion. Puis c'est pas à nous de faire le diagnostic radiologique, mais ça donne des images qui, semble-t-il, sont assez caractéristiques. Du moins, le dernier que j'ai eu avait exactement ça. Donc, un aplatissement au niveau de la protubérance, un engagement au niveau de l'amygdale cérébelleuse et un rehaussement méningé diffus, ce qui semble être assez caractéristique. Le traitement, comme les céphalées post-PL. Donc, c'est un blood patch, très rarement une chirurgie. L'ACV maintenant, alors un ACV hémorragique, ben c'est pas très compliqué. Le scan vous donne la réponse, puis on comprend que ça donne une céphalée subite. Les céphalées dans les ACV ischémiques sont fréquentes, mais très très rarement subites. Donc ça rentre pas vraiment dans le diagnostic différentiel. Les crises hypertensives, très souvent vont avoir un mal de tête, mais très rarement un thunderclap. Ils vont avoir plutôt des signes d'hypertension intracrânienne. Le PRESS, ça c'est une pathologie assez mal comprise, certainement par moi. Alors, je pourrais rappeler, c'est le Posterior Reversible Encephalopathic Syndrome, mais dans les faits, c'est souvent pas postérieur, c'est souvent pas réversible, c'est souvent pas la substance blanche, mais c'est quand même un syndrome. Alors, qu'est-ce que c'est? Une espèce de dysfonction de la barrière hématoencéphalique qui donne un œdème qui est vasogénique, puis ensuite cytotoxique, qui peut donner toutes sortes de manifestations, généralement accompagnées d'une hypertension sévère. On peut avoir des convulsions, des déficits focaux, des céphalées, elles, qui sont souvent soudaines pour une raison qu'on ne s'explique pas. Et souvent, il va y avoir une atteinte visuelle parce que comme c'est postérieur, les lobes occipitaux sont atteints souvent. À l'imagerie, c'est en résonance magnétique, il y a toutes sortes de choses, donc ça dépasse notre compétence. Et souvent, le diagnostic est relativement tardif, mais ça arrive chez des patients qui sont déjà très malades avec d'autres maladies, on va le voir dans un instant. Donc, dysfonction endothéliale, toutes sortes de raisons possibles, et le contexte, c'est des patients qui ont déjà d'autres maladies. Alors, souvent des patients qui ont des traitements agressifs pour d'autres problèmes de santé, des sepsis, ça arrive dans l'éclampsie, SHU, PTT, etc. Donc, heureusement, c'est une pathologie pas très fréquente. Maintenant, les CCT primaires qui arrivent à l'effort, à l'orgasme, en suçant de la glace, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un diagnostic d'exclusion. Alors, quand on exclut le reste, on peut en arriver à cette conclusion-là. D'habitude, c'est juste des secondes ou des minutes, donc ça pose pas un défi diagnostique important, mais quand ça dure 24-48 heures, c'est sûr qu'on doit se poser des questions quant à l'origine potentiellement pas bénigne. Dans 2 mots sur 2 pathologies qui donnent un scan positif, là, mais que
dont la plupart des gens sont pas vraiment au courant, puis ça vaut la peine de l'entendre une fois. Le kyste-colloïde du troisième ventricule. Ça va donner une céphalée qui est soudaine et qui est positionnelle, mais pas positionnelle comme la céphalée de post-PL, c'est l'inverse. C'est le patient qui est bien en position debout, puis c'est quand il se couche que son mal de tête survient. Pourquoi? Parce qu'il a une lésion dans le troisième ventricule qui fait valve à clapet, et quand le patient se couche, ça obstrue son système de drainage et il développe une céphalée. Une autre, c'est l'apoplexie pituitaire, la glande hypophyse, généralement sur un adénome, mais généralement sur un adénome qui n'a pas été diagnostiqué. Et dans un contexte particulier, le plus souvent en fin de grossesse et en postpartum, il peut y avoir d'autres situations. Et donc, ça va donner une hémorragie dans la glande hypophyse ou une ischémie de la glande hypophyse avec une présentation variable qui peut être assez bénigne, mais ça peut aller jusqu'au coma. Céphalée généralement soudaine, qui peut être la seule chose. Et souvent, il va y avoir une atteinte des champs visuels, comme on peut l'imaginer, étant donné que c'est la région du chiasma optique. L'imagerie est généralement positive au scan, de temps en temps normale, donc ça peut des fois prendre une résonance magnétique. Ça sera moins évident d'y penser dans ce cas-là. Donc, voici deux images. Alors maintenant, pour arriver vers la conclusion, si on regarde la proportion des céphalées subites par pathologie, donc dans le RCVS, c'est presque toujours des céphalées subites. Dans la dissection des artères cervicales, 20%, mais dans certaines séries jusqu'à 60%. Donc, il faut quand même penser à cette pathologie-là. La thrombose veineuse cérébrale, une petite minorité qui va se présenter avec une céphalée subite. L'hypotension spontanée du LCR, puis c'est rare, mais j'en ai quand même vu 2 cette année, donc ça existe. 14%, l'apoplexie pituitaire, c'est généralement subi, et rarement dans les infections intracrâniennes, mais ça arrive. Alors l'investigation, pas de recommandation ferme pour l'instant par les sociétés. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vraiment l'incidence des causes non HSA. Alors ça va être, entre guillemets, selon le degré de suspicion. Mais je pense qu'il faut connaître les pathologies possibles et penser aux pathologies traitables. Alors qu'est-ce qui est traitable? Parmi les causes, vous avez la dissection, les thromboses veineuses, l'hypotension de LCR, le RCVS, même si c'est pas traitable, au moins on peut éviter les causes précipitantes. Puis le PRESS, c'est une atteinte plus systémique qui doit être traitée également. Donc l'investigation, pour la résumer, c'est une imagerie vasculaire, artérielle et veineuse pour la plupart des patients, cervicale et cérébrale, de préférence par angioscan si on se fie à nos radiologistes ici, mais dans d'autres milieux, ça peut être la résonance. Puis des fois, il faut compléter avec la résonance. Alors, juste pour revenir sur nos 2 patients, le premier, l'homme de 31 ans qui a une céphalée subite coïtale, puis une autre ensuite après un joint, puis la semaine d'après, coïtale encore. Diagnostic différentiel, vous le connaissez maintenant. Et quel était le diagnostic chez ce patient? Une RCVS. Notre patient de 32 ans avec une céphalée subite postpartum, diagnostic différentiel un peu plus large parce qu'on doit ajouter l'apoplexie pituitaire et la prééclampsie. Et la prééclampsie, ça donne des céphalées, mais ça donne pas de céphalée subite. Alors, plusieurs de ces pathologies-là sont plus fréquentes dans la grossesse et chez les postpartum. En l'occurrence, ici, thrombose d'un sinus veineux. Conclusion, toujours éliminer l'HSA en premier, évidemment. Diviser les patients en scan positif et scan normal. Si le scan est normal, la première cause, c'est le RCVS. Toujours penser au contexte. Qui est le patient? Est-ce qu'il y a un contexte de thrombose? Est-ce qu'il y a un contexte sympathique? Ça peut vous orienter sur le diagnostic. Est-ce que c'est une femme en postpartum? Et de façon générale, l'investigation est nécessaire parce qu'il y a plusieurs pathologies traitables. Alors, est-ce que l'investigation, c'est vous ou c'est le consultant? Ça dépend des milieux. Donc, l'investigation, on en a parlé. Et je vous laisse cette diapo que vous pourriez mettre dans votre téléphone comme référence pour les diverses pathologies qui peuvent être en cause. Alors, je vous remercie bien et on va prendre des questions. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que les gens ont envoyé des questions? Moi, j'en ai pas reçu. Est-ce que les gens sont confortables d'envoyer des questions par email ou est-ce que les gens dans la salle ici ont des questions? Est-ce qu'ils peuvent poser des questions de... Non, on a tout fermé les micros, tout le monde, malheureusement. On doit voir qui pose par là. Ah. Alors, donc, envoyez-moi ça. Je vais le recevoir dans l'ordinateur parce que les micros ont été fermés dans vos salles respectives. Donc, installez-vous sur Internet. Michel, d'abord, merci pour ta présentation. C'était excellent.
Évidemment, ça change un peu ma pratique parce que j'avais comme tendance à respecter beaucoup ce que Jeff Perry avait publié. Là. Peux-tu revenir un peu là-dessus? Entre autres, par exemple, le délai de 6 heures. Quelqu'un qui se présente avec une céphalée, qu'on va dire importante, tu y penses plus ou moins. Elle est peut-être pas aussi brutale qu'en dedans de quelques secondes de l'apparition. Donc, ta probabilité pré-test était peut-être pas de 100% que c'est une HSA. Est-ce que quand même tu vas faire confiance à ce que Jeff Perry a publié ou tu vas être très, très suspicieux à cette publication-là? Ben, c'est-à-dire que c'est probablement vrai que c'est très rare que ce soit une HSA en présence d'un scan normal en bas de 6 heures, mais dans son étude, il y a un problème méthodologique fondamental, c'est qu'ils n'ont pas pris des céphalées qui sont ce que la plupart des neurologues et neurochirurgiens considèrent comme une céphalée brutale. Ils ont pris 1 heure. Puis pourquoi ils ont pris 1 heure? En fait, ils ont dit qu'ils ont trouvé des case reports de céphalées qui étaient des HSA qui se sont présentés jusqu'à 30 minutes de céphalée avant l'installation maximale de la douleur. Donc, ils se sont dit que pour manquer aucun patient, ils vont étendre le 30 minutes à 1 heure. Mais en faisant ça, puis déjà à 30 minutes, c'est extrêmement long. J'aimerais voir les case reports puis voir comment c'est vraiment présenté. Mais en étendant à 1 heure, ils ont ratissé tellement large qu'ils ont amené dans le groupe beaucoup de patients qui n'étaient pas des patients à risque d'avoir une HSA. Donc, le dénominateur a plein de patients qui ne devraient pas être là-dedans et ça affecte évidemment les résultats et ça les rend moins convaincants. Donc, la plupart le monde neurologique, neurochirurgical, les gens qui s'occupent d'HSA, à chaque fois que j'en parle, gardent un gros doute dans le sens que s'ils voient un patient avec quelque chose qui est typique d'une HSA, ils vont faire la ponction lombaire pour compléter, pour être sûr. Parce qu'on parle d'une pathologie qui est potentiellement mortelle. La première HSA, la mortalité, c'est 25%, la deuxième, c'est 60%, la troisième, c'est 90%. On ne veut pas le manquer. L'autre point que j'avais, c'était cette espèce de notion que juste la dilatation de l'anévrisme ou la thrombose de l'anévrisme, donc qui ne va pas donner du sang à la PL, ni même de xanthochromie, ça peut provoquer cette fameuse céphalée-là. Est-ce que c'est supporté par quelque chose, ça? Mais ça, c'est intéressant parce que c'est un peu difficile de prouver qu'un vaisseau qui a l'air un peu dilaté, c'est parce qu'il s'est dilaté que le patient a eu une céphalée. Mais c'est un courant de pensée. Il y a un des neurochirurgiens à Montréal, Dr. Boyanovski, qui était en fait un des plus grands neurochirurgiens d'HSA, d'anévrisme au monde. Là, maintenant, c'est plus une pathologie radiologique. Mais c'est lui qui en opérait le plus au monde. Lui était convaincu du fait que ça existait. Il y avait un neurochirurgien en Alberta, à qui j'ai posé la question, qui faisait aussi beaucoup de chirurgie des anévrismes. Quand j'ai posé la question, il me dit « Ah, toi, tu as travaillé avec Dr. Boyanovski. » Alors, il y a une école de pensée qui croit à ça, mais qui ne peut pas le prouver, mais la plupart des gens ne croient pas à ça, ou du moins, c'est impossible à prouver. Donc, il faut savoir que ça existe, cette notion-là, mais disons que ça demeure discutable. Les gens me demandent de remettre la dernière diapo. De revenir avec peut-être un diagnostic. Oui, je pense que c'est celle-là qui demandait. Puis pour ce qui est des gens qui veulent savoir comment s'enregistrer tout ça, je vais envoyer vos questions aux responsables à la MUC qui vont pouvoir vous répondre individuellement pour envoyer ça par paquet. J'ai une petite question. Vas-y. En début de présentation, vous parliez plus de l'investigation typique de la HSA, là, de faire scan C-, PL, puis ensuite un scan C+, pour être vraiment sûr de rien manquer. Dans ce contexte-là, est-ce qu'il y aurait lieu de faire d'emblée un scan C+, pour éviter une imagerie au patient, scan C+, puis PL après, ou c'est pour éviter de scanner 2 fois des patients qui sont jeunes? Est-ce que ça a quelque chose de faire un scan C- en premier lieu? Bon, je présume que les gens ont entendu la question. On peut la répéter. L'ordre que tu suggères, c'est un scan C-, une PL, un scan C+. Est-ce que ça peut changer ces 3 choses-là? Ben, je pense pas, parce que si on fait un scan puis on trouve une hémorragie cérébrale, on n'ira pas faire un angioscan. Alors, on sauve le scan de ce côté-là. De toute façon, on peut pas aller directement à l'angioscan. Il faut faire le scan C- pour voir s'il y a du sang. Puis après ça, on décide si on fait un scan C+. C'est sûr qu'il y a des milieux où ils vont faire scan, puis s'il n'y a rien au scan, ils vont faire le scan C+, d'emblée pour pas déménager le patient 2 fois, surtout si le scan n'est pas dans l'urgence. Je pense que ça peut se défendre, mais on reste avec la question de si le scan C+ montre un anévrisme, on ne sait toujours pas si le patient a saigné, puis il devrait avoir une ponction lombaire.
Il y a des neurochirurgiens qui vont sauter l'étape ponction lombaire, puis ils vont dire non, il y a un anévrisme, je vais le traiter. Là, il y a un gros danger parce que c'est peut-être un anévrisme qui n'a rien à voir avec le problème, puis on expose le patient au traitement, qui est quand même moins agressif maintenant en radiologie qu'il l'était avec une chirurgie, mais c'est pas sans complications quand même. Quelqu'un se cogne la tête et on scanne d'emblée, hein? Et des fois, il se cogne la tête pour pas grand-chose sur le coin d'un cadre de porte, perd pas connaissance. Est-ce qu'on fait trop de scans à ces gens-là aussi, qui viennent pour « j'ai mal à la tête, je me suis cogné la tête, mais c'était pas très, très grave, j'ai pas perdu connaissance, rien. » Est-ce qu'on... Moi, je pense qu'on fait énormément trop de scans. Je veux dire, toi et moi, on a vécu l'époque où il n'y avait pas de scan dans notre hôpital, puis avant de faire un scan, il fallait y penser longtemps, il fallait envoyer le patient de l'autre côté de la ville. D'abord, il fallait l'intuber des fois, juste pour faire un scan, un peu ridicule. Puis les patients mouraient pas dans la rue. Alors, je pense que, d'une part, il faut se fier sur les règles de décision clinique qui peuvent aider. On scanne vraiment trop. Puis il y a un chiffre là qui me frappe toujours, c'est qu'un patient qui a un Glasgow à 15, sa chance d'avoir une lésion neurochirurgicale, c'est moins de 0,1%. Donc, en partant, là, si vous avez un Glasgow à 15, il y a 99% des patients qui auront rien d'utile ou d'intéressant au scan. Puis, juste pour raconter une étude qui avait été faite en Écosse ou en Angleterre il y a longtemps, comme ils avaient moins de scans, je pense en Angleterre, qu'il y avait à Montréal à l'époque, un patient qui avait un trauma crânien ou un patient qui avait un ACV n'avait pas nécessairement un scan. Alors, ils les gardaient sous observation pendant 6 heures. Ils ont fait une cohorte de 26 000 patients. Et sur les 26 000 patients qui avaient un Glasgow normal à l'arrivée et après 6 heures, un examen neurologique normal, il n'y en a aucun 0 sur 26 000 qui est revenu puis qui a été obligé d'être opéré. Donc, c'est évident qu'on scanne beaucoup trop. Puis, j'étendrais même ça, et là, on n'a pas le choix, là, mais les patients qui sont anticoagulés, qu'on scanne d'emblée dès qu'ils sont effleurés la tête avec un peigne, c'est basé sur des études où c'est des patients beaucoup plus malades que ce qu'on voit, des patients transférés dans des centres de trauma, donc d'emblée des patients qui ont un trauma significatif, puis qui avaient une incidence assez élevée de saignement intracrânien, mais ça correspond pas à la clientèle qu'on voit tous les jours avec des choses très banales. On scanne tout le monde, puis j'ai vu les chiffres, mais je m'en souviens pas, mais c'est très, très faible ce qu'on ramasse. On est pris un petit peu avec des recommandations qui sont fermes et puis on n'a pas le choix. Mais pensez-y, combien de fois vous trouvez une hémorragie, un sous-dural, un épidural chez quelqu'un chez qui vous y attendiez pas et qui a un examen normal? Ça sous-entend qu'on fait un examen neurologique. Une question de Trois-Rivières ici. Avez-vous dit que, dans une suspicion quand même, j'imagine, assez forte d'HSA, vous avez un scan normal, une PL normale, mais vous faites quand même un angioscan derrière? C'est ce que les gens ont compris, en tout cas, que scan normal, PL normal, mais forte suspicion là qu'il se passe quelque chose chez le patient. Vous allez jusqu'à l'angioscan pour ces patients-là. Bon. Alors, j'ai justement un patient vendredi, un policier, céphalée subite mercredi, se présente vendredi. Son scan est normal. Je fais une PL qui est normale. Je l'ai fait voir en neuro le lendemain parce que je suis parti avant d'avoir le résultat de la ponction lombaire, mais il a eu son angioscan le lendemain. Je pense qu'il faut comprendre que la première étape, c'est éliminer l'HSA. Mais une fois qu'on a éliminé l'HSA, on est encore en présence d'une céphalée subite dramatique. Vous, si vous aviez une céphalée subite dramatique, est-ce que vous voudriez vous faire dire, bon, c'est rien passé, merci, bonjour. C'est ce qu'on a fait pendant longtemps. On n'avait pas les angioscans puis les angiorésonances. Donc, on dit, bon, d'habitude, c'est rien, on les laisse partir. Mais on a révisé plusieurs pathologies qui existent maintenant, qu'on connaissait beaucoup moins avant. Les thromboses veineuses, les RCVS, même la dissection. On les manquait. Alors, il y en a qui se résolvaient, tant mieux, mais il y en a d'autres qui progressaient sûrement, puis il y avait une mauvaise évolution. Alors, moi, si j'avais une céphalée subite, puis que j'avais un scan PL normal, je voudrais savoir qu'est-ce que j'ai eu. Peut-être que ça va finir à rien, tant mieux, mais si j'ai quelque chose qui est traitable, je voudrais le savoir, pour pas arriver avec la complication, puis plus être traitable. Okay. Une autre question ici. L'importance de la durée. Alors, par exemple, le patient a une céphalée brutale, ça prend en 1 seconde a été à son maximum. 1 minute après, tout est fini. Et inversement, le patient céphalée brutale, en 1 seconde, c'est maximum. 2 semaines après, est encore là. Comment tu joues avec la durée de la douleur? Okay. Je vous ai montré un tableau au début, c'était largement pour ça, pour dire que c'était très rare qu'une céphalée d'HSA disparaisse rapidement. Il y en a
1% qui se résout en 12 heures, puis 7% qui vont se résoudre largement en dedans de 12 heures, mais l'énorme majorité va durer plus que ça. Puis c'est très rare que ça se résolve complètement en peu de temps. Alors quand ça se résout en très peu de temps, il y a beaucoup plus de chances que ce soit quelque chose de bénin. Ça peut comme être une RCVS. RCVS, c'est 1 à 4 heures. Si tu me dis 1 minute ou 2, ben là, je serais pas inquiet. Là, c'est beaucoup plus dans le style céphalée de ice pick headache ou quand on suce de la glace, là, puis céphalée subite là, qui disparaît rapidement. Alors, 1 minute, ça serait pas un problème. 2 heures, ça serait déjà un problème parce que certainement les RCVS, ça peut rentrer là-dedans. Alors que si vous avez une céphalée qui dure 2 semaines, ben c'est sûr qu'il faut qu'ils soient investigués, ces gens-là. Ils ont quelque chose. Ils ont pas c'est peut-être pas quelque chose qui va les tuer, mais c'est quand même quelque chose qui se passe, puis il faut le diagnostiquer pour voir comment aborder le traitement. Et cette investigation-là, à un moment donné, est-ce que tu penses que le médecin d'urgence devrait transférer le POC au neurologue? Bon, je pense que c'est une bonne question. Ça dépend beaucoup du milieu où vous travaillez. Il y a des milieux où vous avez facilement un neurologue sous la main. Dans quel cas, ça peut être une décision par téléphone. On peut discuter du cas puis voir si on fait l'angioscan la nuit ou on attend au lendemain. Dans d'autres milieux, s'il n'y a pas de neurologue avant 3 jours plus tard, c'est au médecin d'urgence de prendre la décision. Alors, c'est sûr qu'il y a une part qui est du jugement clinique. Je peux pas vous dire que s'il y a 15% d'hémorragie arachnoïdienne, il y a 85% de pathologies qu'on va retrouver. C'est pas vrai. On sait pas vraiment quelle proportion on va retrouver. Mais certainement, si on cherche pas, on les trouve pas. Puis quand on les cherche, on va en trouver plusieurs. Donc, qui doit faire l'investigation? Je pense que ça dépend des milieux puis de comment vous êtes organisé dans votre milieu, si vous avez des consultants ou non. Une autre question ici. On me demande, il y a quelques mois, quand j'ai étudié ça, c'était any amount of blood. Peu importe la quantité de sang qu'il y a dans le 4e tube de l'APL, on investigue. Là, il y a une étude qui est sortie, une méta-analyse qui est sortie avec 1000 globules rouges. Moins que 1000 globules rouges, c'est rassurant, puis on devrait peut-être arrêter ça. Puis Jeff Perry, lui, il a même sorti 2000 globules rouges au tube numéro 4. Qu'est-ce que tu penses du décompte des globules rouges? Bon, la méta-analyse, je suis pas vraiment au courant de quelle méta-analyse tu parles, puis j'ai pas révisé ça pour cette présentation. L'étude de Perry disait 2000, mais quand on regarde ça, là, il y avait 15 HSA. Alors, quand on regarde l'intervalle de confiance, c'est 74 à 100% de sensibilité. Mais ça veut dire 74% de sensibilité qu'on peut manquer jusqu'à 26% des hémorragies. Alors, je peux pas comprendre pourquoi on achèterait ça basé sur des chiffres qui sont juste pas assez solides. Si on rajoutait plein de patients là-dedans, puis on avait un intervalle de confiance très serré, mais déjà un intervalle de confiance de 97% à 100%, c'est-à-dire qu'on peut manquer 3%, mais ça, c'est 3% de patients qui risquent de mourir. Et ça, plutôt que de faire une ponction lombaire, non. Maintenant, le chiffre absolu, je pense que personne ne le sait vraiment. L'axanthochromie, ça aide énormément. Donc, ça dépend de quand vous faites votre PL. Puis, il y a des milieux où ils vont refaire une PL au-delà de 12 heures pour voir s'il y a de l'axanthochromie ou non. Surtout s'il y a eu une ponction lombaire qui est potentiellement traumatique. Puis, en passant, vos ponctions lombaires, le tube 1 au tube 4, ça vaut pas grand-chose, à moins qu'il n'y ait rien du tout dans le tube 4. Parce qu'une grosse diminution des globules rouges de 1 à 4, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une HSA quand même. Alors, si vous avez rien du tout dans le tube 4, ça c'est bon. D'ailleurs, il faut faire couler 20 à 30 cc entre le tube 1 et 4 pour essayer de réduire au minimum le nombre de globules rouges. Mais tant qu'il en reste, vous êtes pris, à moins d'être en haut de 12 heures, dans quel cas vous devriez avoir une xanthochromie s'il y a présence d'HSA. Okay. Ici, une question de Shawinigan. D'abord, il te remercie pour ta présentation. Là, il y avait comme une question sur le scan C+. Le radiologiste te demande, tu le veux-tu artériel ou veineux, ton C+? Bon, ça c'est une excellente question, puis effectivement, c'est tout à fait pertinent. Il y a des milieux comme ici où ils finissent par faire les deux, mais ça veut dire plus d'irradiation parce qu'on prend des images précoces, on laisse le bolus passer, puis on prend des images tardives. Alors, je pense que la meilleure façon d'orienter ça, c'est dépendant de ce que vous soupçonnez. Si vous soupçonnez quelque chose qui est une thrombose veineuse, c'est sûr que ça prend une phase veineuse. Pour presque toutes les autres choses, c'est la phase artérielle qui est la plus importante. Alors, ça dépend beaucoup de ce que vous soupçonnez et des fois, ça vaut la peine d'en discuter avec le radiologiste et certainement de mettre les renseignements pertinents sur la requête pour qu'ils puissent planifier leur examen en fonction de ce que vous soupçonnez.
Ici, j'ai plus d'autres questions. Alors, Michel, je te remercie infiniment. Je pense que ça termine notre conférence et que tout le monde a apprécié. Merci encore, Michel. Et puis, merci beaucoup de votre attention.